Hello, maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter un update où les princesses Disney ne sont pas très nettes, mais également où je vais vous présenter mon plus gros coup de cœur de l'année 2025 pour le moment. J'ai très hâte de vous présenter toutes ces lectures, de vous donner mes avis, mes ressentis. Il y a une ou deux lectures mitigées, mais bon, on peut pas tout aimer dans la vie, vous le savez. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire en me disant si certains de ces livres vous font envie ou pas, et si vous les avez lus et aimés ou pas, du moment que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci. Et si jamais vous voulez me soutenir encore un peu plus, vous pouvez toujours booster la vidéo. Il est temps de passer à l'update lecture et je vais commencer avec une lecture que vous avez pour la plupart déjà lue, je pense. Une saga hypée sur toute la sphère littéraire. Il s'agit de la saga Fourth Wing parce que aujourd'hui je vais vous parler de Onyx Storm de Rebecca Yarros. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous fais un petit topo. Dans Fourth Wing, vous allez suivre Violette, qui est la fille d'une grande générale et qui va intégrer une académie de guerre. À la base, elle devait être scribe, mais sa mère veut qu'elle soit comme elle, une guerrière, une personne qui va se lier à un dragon, aller au combat et se battre. Voilà, sauf que Violette, elle a une particularité, son organisme est un peu plus faible que ce qu'il devrait être. Et on va la suivre dans cette académie, on va la voir frôler la mort à plus d'une occasion, tisser des liens, il y a une petite romance et ainsi de suite. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je pense que c'est suffisant pour avoir une vision d'ensemble du premier tome sans spoiler. Le tome 1 était tellement hypé que j'avoue avoir eu des attentes incommensurables concernant cette saga. Malheureusement, je n'ai pas accroché autant que je le voulais au tome 1 et le tome 2 m'avait laissé un sentiment assez particulier. Je m'étais un peu ennuyée. Je trouvais que certaines choses n'étaient pas assez développées au vu des révélations que l'on avait pu avoir par le passé. Et de ce fait, j'avais été très mitigée sur ma lecture, même si je comprenais tout ce qui pouvait être hypant dans cette saga et tout ce qui pouvait plaire à la plupart des lecteurs. Donc quand ce tome 3 est sorti, j'étais quand même très réticente à l'acheter parce que forcément, je ne savais toujours pas si je dois garder le tome 1 et le tome 2 au sein de ma bibliothèque. Je regarde là, mais en fait, ils sont là, hein. Et donc, je me suis dit, bah écoute, tu vas l'écouter en audio. En l'écoutant en audio, tu verras si tu as envie ou pas de continuer cette saga. Si tu achètes le tome 3 en papier par la suite, parce que je n'avais pas envie d'acheter un tome papier pour m'en débarrasser quelques jours plus tard. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis que je ne sais toujours pas ce que je dois faire avec cette saga? Parce que je me suis ennuyée dans la plupart du tome. J'ai trouvé que les schémas étaient très répétitifs entre l'académie de guerre, les conflits sociopolitiques, la romance. J'ai l'impression qu'en fait ce tome 3 tournait en rond sur beaucoup de points, mais toutefois j'adore tout ce qui va toucher au traitement des dragons, à leur développement, aux interactions, à la magie. Il y a énormément de potentiel. Donc déjà ça, j'aime beaucoup trop les dragons. Deuxième point, la fin. Si je me suis ennuyée sur la plupart du tome, la fin, mais elle m'a totalement captivée. Le livre audio est quand même assez long, mais les 3 dernières heures d'écoute, mais je n'ai pas pu lâcher le bouquin. Et c'est pour ça que je vous dis que cette saga me laisse un sentiment mitigé. Dois-je la continuer? Dois-je l'arrêter? Je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que je n'investirai plus dans les tomes papier. Je vais me contenter de l'audio si jamais j'ai envie de continuer la saga, ne serait-ce par curiosité et avoir le fin mot de l'histoire. Et s'il y a une période, j'avais du mal à trouver ce qui pêchait avec cette saga avec moi, pourquoi je n'accrochais pas alors qu'il y a énormément d'ingrédients qui me plaisent dans tout ce qui est romantasy et fantasy, j'ai mis le doigt sur ce côté-là lors de mon écoute audio, parce qu'en réfléchissant, pour moi, en termes de développement et d'interaction entre les personnages, on est dans du young adulte, et aujourd'hui je suis une lectrice de fantasy adulte. La fantasy young adulte, ce n'est plus ce que j'aime lire aujourd'hui, même s'il y a une période, j'en étais encore très friande, et il n'y a pas si longtemps que ça. Mais cette saga est pour moi, et je dis bien pour moi, hein, puisque je vous parle de mon propre ressenti, vous avez le droit d'avoir un ressenti et un point de vue complètement différent du mien sur cette saga, en toute bienveillance.
Mais pour moi, comme je vous le disais, cette saga contient beaucoup de smut et de ce fait, on ne peut pas la classifier en young adulte. Et c'est là où est la particularité. On est dans de l'adulte en termes de relations physiques, mais en termes de développement d'univers, ce n'est pas si adulte que ça. Et je pense que c'est pour ça que mon avis est assez particulier sur cette saga, assez tranché. Parce que d'un côté, il y a des choses qui sont adultes et d'un côté, il y a des choses qui sont plus young adultes. Et de ce fait, je ne sais pas où me placer moi en tant que lectrice dans cette histoire. D'ailleurs, si vous avez lu ce tome, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a des livres que je vous ai présentés dans la vidéo précédente, le dernier vlog, celui de mercredi. Donc je vais passer très rapidement dessus puisque vous avez déjà eu mes updates sur ces titres-là. Donc si vous voulez voir mes ressentis au fur et à mesure de la lecture, si vous voulez des avis beaucoup plus détaillés sur ces livres-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour savoir si je suis capable de lire plus de 2000 pages en un week-end. Et le titre dont je vais vous parler est un des livres mentionnés dans le vlog précédent. Il s'agit de Angélion de Justine Tiffany. Le tome 3 sort très prochainement, donc j'avoue que je me suis plongée dans le tome 1, histoire de savoir si cette saga pourrait me plaire. J'avoue qu'au vu de la hype, je m'attendais à un chouïa mieux. On est dans un tome très introductif. Il faut savoir que Angélion, c'est un astre sacré qui illumine le ciel. Il y a une espèce d'énergie qui se dégage de cet astre et il y a certaines personnes qui sont capables de la manier et d'autres non. Il y a des personnes comme vous et moi et il y a des personnes qui sont damnées comme des personnes qui sont bénies par cette déesse de l'Angélion. Jusqu'au jour où va y avoir une jeune fille qui va naître et qui va tout changer parce qu'elle est une des enfants qui peut manier l'Angélion. On est dans un tome où la religion a une importance capitale, mais également le devenir des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont orphelins, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On a un monde qui est très introductif et qui va justement nous expliquer ce qu'est l'Angélion, ce que faisait la déesse et ce que le fait qu'on la voit de moins en moins apparaître va amener sur le world building. C'est un livre assez déstabilisant puisque pour moi il est entre la SF et la fantasy. Il y a un petit côté science-fiction assez moderne qui va se mêler à la magie et aux intrigues. Et pour moi, on est vraiment sur un tome qui va poser les bases d'un univers et qui va permettre de montrer les différentes relations, mais également les différents dilemmes, parce que je trouve qu'on est dans un univers assez gris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On va apprendre ce que sont les damnés, ce que est l'Angélion, comment on peut le manier. Et en soi, c'était très intéressant. Mais l'histoire n'a pas réellement commencé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour moi un tome qui pose une fondation avant de construire, par exemple, la maison sur cette fondation. Parce que si vous mettez la maison sans les fondations, la maison s'écroule. Et c'est un petit peu ça avec Angélion, ce que j'ai ressenti de Justine Tiffany. Donc je suis très curieuse de découvrir la suite. Et je sens que ma prochaine commande plume blanche risque de me ruiner. Puisqu'avec toutes les recommandations de lecture que l'on m'a fait et les livres qui me faisaient d'ores et déjà envie, bref, va falloir économiser. Je continue rapidement avec les livres que je vous ai présentés dans le vlog précédent, comme ça ensuite je passe aux lectures sur lesquelles je vais devoir un peu mieux développer et je vais vous parler de The Fallen Empire de Grace Draven. Pour le coup, on est avec une jeune femme qui va sur le bûcher comme les sorcières de Salem, sauf que elle ne brûle pas. Voilà, ça c'est le petit résumé bateau, c'est le petit résumé humoristique. Cette saga, on m'en avait fait d'énormes éloges et j'avoue que je me suis fait chier. Je suis absolument désolée. Ça ne m'a pas du tout accroché, mais toutefois, en fait, ce qui m'a pas accroché, c'est la romance, parce que l'univers est hyper intéressant. Nous sommes dans un monde où il y a des jeux une fois par an, et chaque village doit envoyer une femme qui va devoir brûler lors de ces jeux. Sauf qu'il y a un petit village avec une jeune fille qui a une particularité. C'est toujours la même fille que l'on envoie, sauf qu'avec sa magie, elle arrive à duper les gens. On ne se rend pas compte que c'est toujours elle que l'on envoie. Et pourquoi on envoie toujours cette jeune femme? Parce qu'elle ne brûle pas. Bien sûr, elle va se faire démasquer, puisque sinon cela ne serait absolument pas drôle. Et donc, le gars qui va la démasquer va lui dire « Écoute,
tu viens avec moi dans mon village et je garderai ton secret. Lui, son but, c'est de se servir d'elle, de sa magie, et de faire croire qu'ils sont en couple pour pouvoir récupérer le trône de son père que son cousin lui a volé. L'univers, comme je vous ai dit, m'a totalement captivée. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est la romance. La romance, pour moi, elle arrive un peu comme ça. Vous voyez? Voilà, je suis team slow burn. Tout ce qui est coup de foudre, tout ce qui est romance rapide, j'aime pas. Pour moi, ça manque de réalisme. Puisque pour moi, une relation, pour qu'elle se fonde correctement, bah, il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on se cherche. J'adore dans les romances le je te cherche, mais je ne te trouve pas, parce que je trouve que ça rajoute de l'attention, ça rajoute ce petit truc, une petite attraction, chose que je n'ai pas ressentie ici, et on est quand même dans une romantaisie. Donc faut quand même que la romance soit bien faite. On aurait été dans une pure fantaisie où l'univers aurait été plus important que la romance, j'aurais peut-être eu un avis différent. Là, la romance est tout aussi importante que l'univers, et de ce fait, ça n'a pas matché. Il est temps que je vous parle de Mulan sous opium, plus connue sous le titre La guerre du pavot de R.F. Kuang, une saga dont j'avais entendu de nombreux éloges et que j'avais très hâte de découvrir. Ce livre m'a été offert par mon amie Aurélie de la chaîne Livre Romancienne pour mon anniversaire. Encore merci à toi pour cette découverte livre. Et donc, Mulan sous opium, il porte bien son titre, puisqu'en fait, vous êtes vraiment dans un univers, un world building, une fantaisie asiatique, avec ses codes. Moi, pour le moment, je n'en avais pas lu énormément, j'avais dû en lire une, et de ce fait, je n'avais pas forcément les codes, et ça m'a paru un petit peu complexe sur certaines choses, mais c'est normal parce qu'on est vraiment dans la découverte d'un univers. On est avec une jeune femme qui, pour échapper à un mariage arrangé, va tout faire pour rentrer dans une académie militaire qui est très huppée, réservée à l'élite de l'élite. Donc elle doit tout donner, elle doit s'entraîner. Et dans son entraînement, moi j'avais la chanson Comme un homme dans la tête. Si vous l'avez dans la tête après ça, vous pouvez me dire merci. Je ne peux pas vous la mettre en fond sonore, sinon je vais me faire strike de YouTube, mais l'envie est là. À chaque fois que j'écoute cette musique, ça me motive pour la journée, ça me donne de la force, de l'énergie. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Mulan, même si j'adore ce Disney. On va la suivre. Ça, dans son entraînement, dans son école, elle va s'acharner au travail. Elle va pas forcément bien vivre tout ce qu'elle va devoir faire, et les relations avec les autres vont être plus ou moins compliquées. Il faut savoir qu'on est dans une histoire où l'Empire et les fédérations sont en guerre par rapport aux pavots, qui sont des espèces de graines, si je dis pas de bêtises, tirées du coquelicot et qui servent justement à fabriquer de l'opium. Et donc il va y avoir une guerre, il va y avoir des conflits liés à ça, et il va y avoir le problème du fait qu'il y a des gens qui en sont accros, et cela crée énormément de soucis au niveau politique, social et ainsi de suite. Forcément, la drogue, ce n'est pas bien. Heureusement que je suis là pour le dire. Bref, donc ça va créer de nombreux soucis, et ça va mettre beaucoup de choses en perspective. Cette histoire est inspirée des 2 guerres sino-japonaises. Alors, je ne suis pas très renseignée sur le sujet. Je pense que pour pouvoir lire le tome 2, il va falloir que je me renseigne sur le sujet pour encore mieux appréhender l'univers, les clins d'œil, les choses comme ça. J'avoue que j'adore me renseigner quand les livres sont inspirés de certains faits. Je trouve que ça enrichit encore plus la lecture. Là, j'avoue que je me suis lancée dedans sans savoir du tout de quoi ça parlait. Le livre était hypé, il y avait un dessin de phénix, voilà. Et d'ailleurs, le phénix a une importance assez capitale au sein de cette histoire. Donc moi, le début de ce tome, il m'a totalement embarqué. Le milieu, je l'ai trouvé un peu complexe en termes de stratégie militaire, de combat, de choses un petit peu comme ça, parce que le livre, il est découpé en 3 parties. Vous avez la partie vraiment entraînement, la partie militaire, et une autre partie que je ne dévoilerai absolument pas, parce que je trouve que cela serait spoilant. Et la partie vraiment militaire, combat, ainsi de suite, j'avoue qu'elle était un peu floue. Par contre, la dernière partie, avec le développement du côté fantasy de l'histoire, était géniale, vraiment. Je suis toutefois légèrement passée à côté de ce titre-là, tout simplement parce que c'est hyper complexe et que j'étais en défi pour lire 2000 pages dans le week-end. Donc je n'ai pas pu faire pause, je n'ai pas pu déguster et réfléchir à certains passages comme je l'aurais fait en temps normal. Donc si jamais vous lisez ce livre, je vous conseille de vous poser, de l'appréhender en prenant votre temps, en
en réfléchissant à ce qui vient de se passer, en n'hésitant pas à aller vous renseigner sur certaines choses pour comprendre vraiment le contexte sociopolitique et le world building qui est quand même hyper riche. Mais franchement, c'est un très bon tome introductif qui va lancer, je sens, une suite absolument palpitante. Et j'ai dit que je ne développerai pas sur ces titres et je me rends compte que c'est plus fort que moi. Je développe quand même. Après Mulan sous opium, nous avons Vaiana et sa relation avec les dieux, avec Dark Shore de Daniel L. Jensen. Parce qu'il y a une scène, elle m'a totalement fait penser à Vaiana. Je me voyais dans le film, je voyais la scène et tout ça, mais je peux pas vous dire laquelle. Ici, vous êtes dans un monde où l'Est et l'Ouest ne doivent jamais se rencontrer. Sauf que vous allez suivre Theriana, qui est une marine. Donc c'est une jeune femme qui appartient à un peuple qui vit sur l'eau, qui a une relation assez particulière avec les divinités. Et Theriana, pour pouvoir sauver sa meilleure amie d'un mariage qui risquerait de lui faire plus de mal que de bien, elle a commis un petit quelque chose, et ce petit quelque chose va faire qu'elle va se retrouver en tôle. Pour sauver sa vie et protéger son peuple, elle va passer un pacte et elle va devoir aider Marcus, qui est le commandant d'une légion, à traverser l'océan pour aller découvrir les territoires de l'Est, dont une certaine terre. La cohabitation ne va pas être facile puisqu'on est vraiment sur des peuples qui ne s'apprécient pas plus ou moins et qui n'ont pas la même culture, pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes mentalités non plus. Et on est dans un world building hyper intéressant avec des divinités hyper capricieuses et on a une tension entre les deux personnages pour le coup qui est vraiment palpable. Et ce que j'ai apprécié, c'est que le côté romantique n'est pas au premier plan de cette histoire. Il est là, la romance est vraiment là, mais elle est là, mais vraiment, c'est vraiment les intrigues, les relations entre les différents peuples, les questions qui se posent par rapport aux divinités, les questions qui se posent par rapport au bien, au mal, aux agissements des différents peuples les uns envers les autres, qui vont être hyper prenants dans cette histoire. Le côté sociopolitique est vraiment là, et ça, c'est ce que j'aime. Et donc, pour moi, on est quand même dans une romantaisie, mais une romantaisie qui est bien développée au niveau de l'univers, où la romance ne prend pas le pas sur la fantasy, et c'est hyper intéressant. C'est classé comme du young adulte, et effectivement c'est assez young adulte sur certains points, mais c'est du très très bon young adulte qui tient vers l'adulte. Je pense que c'est une histoire qui peut plaire aux gens qui n'aiment pas le smut, puisque pour le coup vous n'en avez pas, et ça c'est très appréciable aussi de temps en temps. J'adore en lire, comme il y a des moments où j'ai pas envie d'en lire, voilà. Faut être honnête, j'ai mes moods comme tout le monde, et donc on est vraiment dans une histoire maritime qui est géniale, et on sent vraiment la patte maritime, le vocabulaire, on a vraiment l'impression d'être dans Vaiana. Pour terminer avec le côté Disney, on va parler de Peter Pan avec les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, que j'ai adoré. Ici, on est dans un petit ovni littéraire qui peut être totalement déstabilisant, puisque si on croit lire une fantasy, on est plus dans quelque chose qui va ressembler à du thriller fantastique, parce que le côté fantasy n'est pas développé. Si vous attendez à de la fantasy en lisant ce titre, vous allez être totalement déçu. Par contre, si vous vous attendez à du thriller un petit peu fantastique, avec vraiment cette part de mystère et réécriture de contes, là vous allez kiffer. Vous allez être auprès de Wendy, une jeune femme qui a, ça y est, ses 18 ans, qui est prête à partir à la fac, mais qui avait disparu dans le passé et qui a été retrouvée sur une route proche d'une forêt. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs disparitions d'enfants et que ses frères à Wendy ne sont jamais revenus. Elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé, et il y a plein d'autres enfants qui continuent de disparaître, mais on ne sait pas ce qu'il advient d'eux, on ne les retrouve jamais. Mais un jour, Wendy, en passant en voiture auprès de cette forêt, elle va heurter un enfant. Cet enfant s'appelle Peter. Mais attention, sa voiture a des marques de griffures. On ne comprend pas d'où elles viennent. Cet enfant semble connaître Wendy, mais elle voit pas qui c'est. Inconnu au bataillon, le monsieur. Donc cela est un petit peu complexe, et bizarrement, il y a des choses qui ont été retrouvées sur Wendy à l'époque où elle avait disparu et réapparu,
qui sont communes à ce qu'a Peter au niveau des tissus, du coton, des choses comme ça. Il y a des points communs et ça intrigue. Et on va être plongé au cœur d'une enquête de mystère, à la quête de souvenirs, mais aussi la quête de ses enfants. Qu'est-il advenu d'eux? Mais ce qui est bizarre, c'est que cet enfant, il va vieillir assez rapidement. Et c'est là le petit côté fantastique, fantasy. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'après ça serait risqué de vous spoiler, mais ça m'a totalement fait penser au film Hook, si jamais vous voyez, où on a un Peter Pan adulte, avec ses enfants, sa famille, qui se souvient plus lui-même de quand il était au pays imaginaire. Ça m'a fait penser à ça. Bref, je peux pas vous en dire plus sans spoiler, même si ça n'a rien à voir avec Hook, hein. C'est juste le fait que les personnages sont plus vieux et qu'ils se souviennent pas, quoi. C'est juste ça qui me fait penser. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment et ça change vraiment des réécritures de contes qu'on a l'habitude de voir, et la plume est exquise, elle se dévore, c'est addictif au possible. Je terminerai cet update avec mes cœurs, mais je vais vous parler d'une petite romance, histoire de changer un petit peu de la fantaisie et de la romantasy, avec La pluie de Toi est dangereux pour mon cœur de Caro Emily. Pour le coup, il est dans l'abonnement Kindle, je l'ai lu sur l'abonnement, même si j'avais le livre en format papier. Je pensais lire une comédie romantique, puisque tous les livres que j'avais lus de Caro Emily étaient hyper drôles. Spoiler alerte, c'est triste. On va être dans un concours avec des barman pour faire des cocktails. On a une héroïne, elle veut rafler le premier prix pour pouvoir payer les soins de sa mère qui est atteinte d'un cancer. Notre héros, lui, veut rafler le premier prix pour pouvoir partir à LA, se rapprocher de son fils et de son ex-femme parce que il habite loin, et donc son but c'est de pouvoir avoir les moyens de refaire sa vie là-bas, de quitter New York, d'aller à LA, de pouvoir ouvrir son propre bar à lui et s'occuper de son fils en étant un petit peu plus présent. Petit problème, tous les deux vont tisser un lien, mais tous les deux veulent le premier prix. Il y en a un qui va avoir des secrets pour l'autre et ça va partir en cacahuète. Honnêtement, si j'adore les titres de Caro Emily, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Attention, j'ai quand même passé un bon moment. Mais j'avoue qu'avoir eu un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire et être accro à la romance, c'est vraiment la fin qui m'a tenue en haleine parce que les personnages étaient plus dans un tourment émotionnel encore plus important qu'ils ne l'étaient. Et c'est là où j'ai été captivée. Oui, j'aime quand les personnages souffrent. Qu'est-ce que ça dit de moi? Je ne sais pas. Les thématiques étaient fortes, étaient intéressantes, mais manquait peut-être pour moi un petit peu plus de développement, un petit peu plus... je sais pas, j'aurais voulu plus. Je peux pas développer plus, puisque ce serait vous spoiler, on est dans une romance tout à fait classique. Mais j'aurais aimé un impact psychologique, un développement par rapport au vécu de chacun, à leur histoire, à leur passé un peu plus important pour pouvoir être complètement plongé dans cette histoire. J'ai reçu en service de presse Warbreaker de Solène Sackley, publié aux éditions Addictive. Ici, on est dans une romance absolument pas comme les autres. Vous êtes dans la ville d'Arrington et vous avez East River et West River qui sont les deux rives de cette ville. Au milieu de cette rive, là, comme ça, là, vous avez un checkpoint qui sépare le quartier pauvre du quartier riche. Le quartier pauvre, les gens essaient de survivre. Dans ce quartier pauvre, les gens souffrent. Dans ce quartier pauvre, il y a des gangs qui, pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens de vivre, vont sévir, vont faire du trafic, vont faire des choses pas très cool. Et vous avez ce quartier riche, avec les gens de bonne famille, les enfants de politiciens, et ainsi de suite, qui sont extrêmement bien vus. Dans le quartier pauvre, vous avez Saul. Saul qui est le fils d'un des chefs de gang et qui ne veut absolument pas de cette vie. Il est hyper cultivé, mais il va cacher qu'il est cultivé. Il veut tout faire pour sortir avec son frère de cette ville d'Arrington et recommencer leur vie ailleurs. Et de l'autre côté, vous avez June. Je suis obligée de regarder le nom des personnages, je ne me souviens jamais. June qui est la fille du maire. D'apparence, June, c'est la fille parfaite, belle, intelligente, à qui on n'a rien à reprocher, mais qui a un petit côté un peu hautain, d'apparence. June, on dirait qu'elle a la vie parfaite. Mais faut savoir que le maire a des petits secrets et que notre June n'est pas au bout de ses peines. Quand Saul et June vont se rencontrer, leur quotidien et leur vie vont complètement éclater et la ville d'Arrington va souffrir. On est dans une romance où les tourments, les dilemmes familiaux, les trigger warnings, la diversité va être de mise.
C'est une romance. Dans le premier tome, elle posait vraiment le contexte, puisque c'est une romance avec un véritable world building, et j'avoue que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire habituellement en termes de romance. Et ça m'a déstabilisée, parce que j'ai trouvé ce premier tome assez long. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais vraiment à une romance avec des gangs, le fils d'un gang et une jeune fille qui vont tomber amoureux et qui vont essayer de se faire accepter au niveau de leur relation. Mais absolument pas. Et c'était hyper déstabilisant. Donc au départ, ça a totalement biaisé mon ressenti. Je savais pas si j'aimais ou pas. J'étais totalement perdue en fait. Je me suis un peu ennuyée avec le premier tome parce que je m'attendais vraiment à quelque chose qui va éclater dès le départ. Et en fait, on est vraiment dans les tourments des personnages, leurs dilemmes, on apprend à connaître leurs différentes vies, on apprend à connaître le fonctionnement des différentes relations et ainsi de suite. Et en soi, c'est hyper intéressant. Et le tome 2, par contre, je l'ai dévoré. Mais quand je vous dis je l'ai dévoré, mais je l'ai bouffé en moins de 24 heures. Je l'avais attaqué, il devait être 2-3 heures du matin, et puis le matin, je n'avais pas lu, et je l'ai fini l'après-midi. Mais vraiment, je l'ai dévoré parce que là, on est vraiment dans l'action après tout ce qu'on a appris dans le tome 1. Et j'avoue que j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien avec certaines scènes. Ça m'a pris le cœur, coupé la respiration. Et si au départ, j'étais partie avec un sentiment mitigé, et ben finalement, j'ai adoré. Il est temps de terminer avec la masterclass de cette vidéo, avec mon book boyfriend 1.5. Ceux qui sont sur Twitch savent. Et puis, je vous en ai déjà parlé dans des petits réels, shorts, TikTok et tout ça, puisque cette saga mérite une propagande. Il s'agit de la trilogie Spark of the Everflame. Je vous ai déjà parlé du tome 1, et là, je vais vous parler du tome 2 et du tome 3. Vous voyez ces deux beautés là? Allez, je vous hypnotise à l'écran. Pardon. Alors, dans le tome 1, je vous avais dit qu'on est avec Diem, une jeune femme. Sa mère a disparu, elle ne sait pas où elle est, elle va infiltrer le palais en devenant guérisseuse à la place de sa mère, mais en même temps, il y a le côté résistant. Diem est un petit peu agaçante. Bref, c'est ce que je vous avais dit. Et ben, croyez-moi que j'avais beaucoup aimé le tome 1, malgré une Diem agaçante, mais c'était totalement sensé par rapport à ce qu'elle était, ce qu'elle apprenait, ce qu'elle devenait. Le tome 2 a une toute autre dynamique. Dans le tome 2, Diem va apprendre des choses sur elle-même, sur la magie, sur les différents personnages, et elle va commencer à grandir. On va avoir un monde qui va se développer d'un point de vue sociopolitique, d'un point de vue manigance et manipulation au sein du palais et des différentes personnes vivant dans ce palais. Et il va y avoir le dilemme entre ce qu'elle apprend, ce qu'elle sait, ce qu'elle croyait savoir, entre la famille, entre ses amis et entre ses devoirs. Et c'était absolument palpitant. Dans ce tome 2, j'ai vécu le plus gros des slow burns que j'ai pu lire. C'était un tome 2 rempli de tension. J'avais envie de secouer Diem pour lui dire d'ouvrir les yeux. Et en même temps, j'étais en mode in love parce que Luther, ce mec, est juste parfait. Voilà. Bref, ça c'est mon ressenti du tome 2. La fin du tome 2 m'avait totalement laissé en PLS. Et heureusement, le jour où je termine le tome 2, je reçois pour mon anniversaire, encore merci à toi Elise, le tome 3. J'avais très envie qu'il soit pioché dans ma wishlist. Même si j'aime pas quand vous faites des bêtises, puisque j'aime bien que vous fassiez plaisir à vous, et que je ne suis pas en manque de lecture entre les cadeaux de mon chéri, les partenariats presse et les livres que je m'achète de temps en temps. Là, tu pouvais pas viser plus juste. Tu ne pouvais pas viser plus juste. Parce que j'avais tellement envie qu'il soit pioché dans ma wishlist, celui-ci. Et ce tome, c'est ma meilleure lecture de l'année. Au départ, en lisant Spark of the Everflame, je pensais lire une romantaisie. Mais même si la romance est très présente, je trouve qu'au vu de l'univers, on est quand même plus dans de la fantasy. Si vous n'aimez pas le smut, vous pouvez lire cette saga, ça passe. Dans ce tome, le monde va s'élargir. Dans le premier, on découvre vraiment le petit quotidien de notre héroïne. Dans le tome 2, on découvre vraiment le fonctionnement de la ville, du palais, des quartiers riches, des quartiers pauvres. Et dans ce tome 3, vous allez découvrir plusieurs royaumes, leur fonctionnement, et le côté sociopolitique va continuer de s'étaler et de se développer, ainsi que les différentes relations entre les personnages. Les secrets explosent de toutes parts, l'intrigue, la magie,
tout explose en fait. Tout explose de tous les sens. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous êtes en apnée le temps de lire les 800 pages de ce tome. C'est 800 pages d'apnée. Vous vous dites, allez, ça va se calmer. Et non, en fait, vous êtes... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous doutez de certaines choses, d'autres, vous ne les voyez pas venir. C'était explosif, c'était un cocktail Molotov, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai adoré que ce soit la romance, le contexte sociopolitique, les différents royaumes, les différentes intrigues, les gens, il y en a que je sentais, j'étais là, toi je te sens pas là, toi je sais pas trop comment te prendre et ainsi de suite. Enfin bref, c'était génial, addictif. Je pouvais pas lâcher cette lecture, je ne pouvais pas. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti autant d'addictivité sur un titre. Donc franchement, ce livre mérite sa propagande. Et je vous l'ai dit, hein, Luther, Book Boyfriend 1.5, juste derrière mon petit bel d'amour. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu à lire cette saga. Ne vous arrêtez pas au premier tome si Diem vous agace, parce qu'elle vous agacera. Au moins un petit peu, si ce n'est pas beaucoup, parce que vous allez avoir envie de la secouer très fort. Ce sera tout pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré et je me suis éclatée à vous la tourner parce que j'ai fait de super lectures. J'avais pas mal de choses à vous dire et je trouve qu'on a un thème Disney avec des princesses pas très nettes tout du long de cette vidéo. C'était énorme, je trouve, et c'est pas fait exprès. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent, si vous les avez lus ou pas. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!